Bonjour Natacha. Bonjour Philippe. Tout le monde glose autour des propos de Laurent Wauquiez, volontaire ou pas, c'est saillie au vitriol. Gérald Darmanin en Cahuzac puissance 10, donc accusé de mentir devant un journaliste. Emmanuel Macron accusé d'avoir organisé la chute de François Fillon. De tels propos sont graves. En poussant un peu, d'ailleurs, ça pourrait valoir des attaques en diffamation, mais le problème n'est même pas là. Il est dans ce que tout ça nous révèle de la conception que Laurent Wauquiez se fait de la politique et de ce que ça peut éveiller parmi les électeurs, les siens et ceux qu'il espère conquérir. On voit bien le débat se concentrer autour de la question de savoir s'il pouvait ignorer que ses propos seraient révélés au grand public. Il insiste sur le fait qu'il discutait dans un cadre privé. Premier point, Laurent Wauquiez peut-il véritablement ne pas se douter qu'à partir de 2 personnes, un propos privé n'est plus un propos privé? Les moyens technologiques, la rapidité du partage d'informations, ça a brouillé les frontières entre espace public et espace privé. C'est d'ailleurs une des données essentielles de l'époque. Et l'ignorer, ça prouve qu'on n'a pas beaucoup réfléchi aux évolutions qui sont en train de mettre en danger la démocratie, laquelle repose justement sur la séparation entre espace public et espace privé. Et puis surtout, second point, que cette saillie soit une preuve de naïveté ou un calcul cynique, elle démontre une conception assez effarante de la parole politique. Donc, Laurent Wauquiez, quand il est sur un plateau télé, nous sert du bullshit, comme il dit. On appréciera d'ailleurs la finesse du vocabulaire choisi. Mais surtout, il y a ce crédit donné à l'idée que les politiques seraient forcément en représentation, que jamais ils ne diraient la vérité au peuple. On fait le spectacle, mais il y aurait une vérité cachée. Et cette vérité ne peut être que violente, brutale, caricaturale. Mais on peut se dire que tout cela lui a échappé, qu'il ne voulait pas renvoyer cette image. Au contraire, d'ailleurs, il est très fier de dire à ses étudiants qu'il va leur parler en toute sincérité. Il s'imagine visiblement que le simplisme, les mots en franglais façon jeune, ça fait moderne. Il ne lui vient pas une seconde à l'esprit qu'un homme d'État évite de jamais prononcer des mots qu'il ne pourrait pas assumer en public, qu'il livre des analyses, pas des confidences de comptoir. Au contraire, les propos de Laurent Wauquiez, comme ceux qu'il tient d'ailleurs dans ses meetings, sont surtout de nature à renforcer les réflexes de ses électeurs et à prouver à tous que lui, il ose dire ce que le peuple penserait. Et c'est bien ça le problème. Ça prouve l'idée très très faible qu'il se fait du peuple. Merci beaucoup Natacha. Bonjour. Quelle est votre humeur en ce lundi 19 février? Mon humeur bonne, comme tous les débuts de semaine. Ou votre sujet, si vous voulez. Votre sujet, si vous voulez. Bon. Non, je vais vous parler ce matin de ce qui se cache, ou devrait se cacher derrière les réformes, derrière ce que Emmanuel Macron aime appeler la transformation. Quel dessein, quelle cohérence, quelle méthode, au fond, poursuit le gouvernement. Et donc pour vous, ces réformes, est-ce qu'elles vont dans le bon sens ou dans le mauvais sens? En tel sens. Manifestement, voilà, la question que je me pose est celle-ci. Il est devenu courant de dire qu'il faut faire toutes les réformes. D'abord, le plus vite possible, les 6 premiers mois, vous savez. L'état de grâce. L'état de grâce, et puis en faire le maximum en même temps, parce que il faut une masse critique de réformes pour faire bouger une société française, soi-disant sclérosée et pesante. Or, la vérité est que ça ne marche jamais, et deuxièmement, ça ne fait pas un dessin. Bon, ça ne fait ni une stratégie, ni un dessin. Alors, la stratégie, ça devrait plutôt être l'enchaînement rationnel, raisonnable des réformes qui s'entraînent les unes les autres, bien échelonnées dans le temps, en sachant par laquelle on commence. Il faut une stratégie de la réforme, comme pour n'importe quelle volonté de transformation d'une entreprise, d'une organisation, d'un pays, d'une société. Là, on est toujours dans ce mythe de la masse critique dans laquelle finalement plus personne ne comprend rien, et on perd ce qui est tellement cher au gouvernement, c'est-à-dire la fameuse cohérence temporelle, la cohérence dans le temps. On voit bien avec l'histoire du pouvoir d'achat, de la suppression d'un côté de la taxe d'habitation et de l'autre côté la montée de la CSG pour compenser. Le problème, c'est que c'est pas cohérent dans le temps, et que par conséquent, on perd d'abord du pouvoir d'achat. Et après, éventuellement, on regagne un peu de pouvoir d'achat, et ça crée la situation dans laquelle on se trouve actuellement. Mais le plus important, au fond, c'est le dessein. C'est-à-dire, quel peut être le dessein de toutes ces réformes? Moi, je n'en vois au fond qu'un seul, dont on ne parle jamais. Ce dessein,
c'est de rétablir l'unité d'un pays, d'une nation, d'une société qui est en train de se morceler, de s'éparpiller en communautés, en groupes d'intérêt, en corporations. En féodalité territoriale, en ethnie, en religion, etc. Voilà, ce pays qui est en train, au fond, d'éclater, de perdre toute son unité, toute sa cohésion. Je reprends les quelques réformes qui ont été annoncées dans les derniers jours, par exemple, la réforme du bac, la réforme du service militaire, donc derrière aussi la réforme de l'école, de l'éducation. Quel est l'enjeu ? Le vrai enjeu, le plus important, c'est celui de rétablir un imaginaire commun à toute une jeunesse. L'enjeu le plus important, c'est de réaliser enfin l'assimilation de tous les apports extérieurs et parfois étrangers à la culture et à la mentalité française. Voilà. Donc on se retrouve face à ce problème et c'est celui-là qu'il faut résoudre en priorité. L'école, elle est en priorité là pour faire de l'assimilation, pour fournir une culture commune, pour fournir un imaginaire commun. Avant, par exemple, en 4e, tout le monde étudiait le CID. Eh bien, c'était un trésor, même ceux que s'ennuyaient récupéraient. Et ils étaient nombreux. Voilà. Même ça fait rien. Ils récupéraient un véritable trésor commun de pensée, de beauté, de culture. Bon, tout ça éclate, tout ça disparaît. Je ne suis pas sûr que la réforme actuelle va améliorer les choses, même si elle partait d'une bonne intention de faire un socle commun. Et le service militaire, c'est pareil. Voilà. Et quand vous regardez la réforme de la SNCF, pas militaire. Service national. Non, militaire. Moi, je pense que le service doit être militaire, voilà, et non pas simplement national. Mais vous savez, on appelait service national aussi le service militaire avant que M. Chirac le suspende. Pas dans l'armée. Voilà. Mais tout le monde doit le faire sous l'autorité militaire, sinon il n'y en aura pas. Voilà, c'est donc le vrai débat, il est là. Service militaire ou pas, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Et enfin, la réforme de la SNCF, c'est pareil. Quand on voit qu'on veut fermer les petites lignes, un jour on veut fermer les petites lignes, un autre jour on veut fermer les arrêts de TGV dans les gares moyennes. La question qui est posée est celle du service public et de l'unité nationale. Voilà, et de l'égalité des citoyens devant le service public. Voilà. Ce fil, on ne le tire pas, on n'en parle pas. C'est ce grand débat que nous devons avoir et que nous n'avons pas eu, qui donnerait un peu de cohérence au programme de la transformation ou de la réforme, appelons-le comme on veut. Mais pourtant, regardez par exemple les réformes de Blanquer, elles font l'unanimité à droite comme à gauche, ou quasi l'unanimité. Oui, vous savez, ce sont des unanimités avant qu'on aille un peu au fond des choses. Ouais, la réforme de Blanquer, elle part d'une bonne idée, faire un tronc commun, supprimer les filières. Simplement, à la fin, je vois pas où est le tronc commun si on peut exclure un certain nombre de matières de son trajet scolaire. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour avoir un vrai socle commun, une vraie culture commune, un vrai imaginaire commun et la capacité traduite par l'obtention du bac de pouvoir effectuer des études supérieures. Voilà. Et ça ne me paraît, on y reviendra sur la réforme du bac, ça ne me paraît pas aujourd'hui tout à fait l'objectif ni poursuivi ni atteint par ce qui a été annoncé. Merci beaucoup. Non, il est là et il me suivait à l'instant, je sais pas où il est. Il fait le 100 mètres dans c'est des Jeux Olympiques de Sud Henri Radio. Guénaud, allez chercher Darmon, s'il vous plaît. Je voudrais pas vous donner des ordres, mais quand même. Donc vous vous affrontez sur Laurent Wauquiez. Encore une fois, vous participez au débat. Vous êtes les bienvenus. Vous avez la parole sur Sud Radio au 0826 300 300. Ah bah voilà Darmon. Voilà Mickaël Darmon qui est arrivé. Alors, Laurent Wauquiez qui a fait la une de tous les médias ce week-end, qui a fait le buzz comme on dit aujourd'hui pour ses propos tenus en off en marge d'un cours donné à l'EM Lyon. Mais est-ce que le off dit, existe il a dit pas beaucoup de bien de certaines personnes, en particulier d'un certain Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas ? Est-ce que pour vous, le off, ça peut encore exister en 2018 ? Oh ben ça c'est très difficile le off en 2018. Aujourd'hui, évidemment qu'il faut toujours faire un peu attention à ce que l'on dit. En tout cas, c'est mon avis personnel. Alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il faut quand même le rappeler. Merkel en a pris pour son grade, puisque il trouve que le charisme de la chancelière allemande, il faut se lever de bonne heure pour le trouver. Darmanin, c'est du Cahuzac puissance 10. Il y a la cellule de démolition de Fillon organisée, selon lui, par Macron. Il y a les ministres sous Sarkozy qui étaient écoutés par le président matin, midi et soir. Et qui devaient même ranger leur téléphone à l'entrée en Conseil des ministres. Oui, voilà. Il s'est excusé auprès de l'ancien président. Et puis, les choses sont redevenues normales entre les deux hommes, nous dit-on. Bref,
Moi, je ne sais pas si tout ça est vrai. Après, il y a des choses dans ce qu'il dit qui peuvent être entendues. Remettre en cause le charisme de la chancelière allemande à un moment où elle a accueilli des centaines de milliers de migrants sans faire attention à ce qu'elle faisait et ce que pouvaient penser ses voisins européens, etc. Bon, ça peut s'entendre. Alors, il est sur la partition, en fait... je parle vrai, je dis les choses, ça plaît pas à tout le monde, mais je m'en fiche, etc. Donc certains, évidemment, le traitent, comme Xavier Bertrand, de Trump français ou de faire du Le Pen. Bon, moi, je crois que, évidemment, dans tout ça, il y a plusieurs choses. Premièrement, effectivement, aujourd'hui, il faut quand même faire attention à ce que l'on dit, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. Là, il était avec des étudiants, il pensait qu'il n'était pas enregistré, c'était enregistré. Il a quand même dit des choses. Il aurait peut-être pu les dire différemment, on va dire. La vraie question derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui va véritablement imprimer et rester au final ? Parce que vouloir se donner une image en tenant des propos que d'autres n'oseraient pas tenir, etc., c'est bien. Encore faut-il que tout ça soit viable sur le court, le moyen et le long terme. Pour l'instant, mon interrogation, et je suis assez partagé, se trouve à ce niveau-là, quoi. Voilà. Mickaël Darmon. Alors, tout d'abord, c'était pas du off. C'était dans le cadre d'un cours avec un préambule toujours très intéressant qu'il faut jamais oublier en disant je vais vous parler librement autrement que le bullshit médiatique que je fais habituellement et je vais vous dire vraiment ce que je pense et pour cela j'exige même, dit-il, de pas être enregistré, sinon ça se passera mal, a-t-il dit. C'est vraiment de la rigolade quand on entend ça dans sa bouche. Magnifique. Maintenant, la question c'est, alors là, on découvre un Wauquiez avec un discours inhabituel, un ton inattendu. D'abord, c'est Laurent Wauquiez dans le vrai. Tous ceux qui pratiquent Laurent Wauquiez professionnellement, au moins depuis des années, savent qu'il parle comme ça tout le temps. On a tous eu des centaines de textos qui durent des pages et des pages, où il dégoise les gens à longueur de journée. Ça, on le sait. Deuxièmement, Nicolas Sarkozy, avec lequel il a une conversation de contrition samedi après-midi, a toujours dit de lui, il est le plus talentueux, mais il ne faut jamais lui faire confiance. On le sait, tout ça. Donc on ne va pas non plus maintenant jouer les vierges effarouchées ou avec les pudeurs de gazelle, comme disait Mélenchon à l'époque. On sait qu'il est comme ça. Donc qu'est-ce qu'il a voulu faire ? Il a voulu marquer, je dirais, les esprits face à des étudiants, c'est-à-dire une génération qu'il prétend conquérir sur le plan politique. Il a effectivement besoin de ne pas être, de son point de vue, uniquement le patron de LR, mais envoyer des signaux également à tous les je dirais les électeurs autour de lui, c'est-à-dire plutôt en marge de LR, vers l'extrême droite, vers les insoumis, vers tous les gens qui pensent pouvoir rassembler un jour pour 2022. Résultat, c'est un immense ratage. Voilà, parce qu'on n'est pas du tout à la hauteur de quelqu'un qui prétend être un homme d'État. Non, mais le vrai problème, effectivement, c'est que la droite a besoin d'un chef et que depuis que Wauquiez est donc à la tête des Républicains, mais on cherche le fond. C'est ça le vrai problème aujourd'hui. Il le touche, il n'y a pas de l'occurrence. fond. Non, mais il touche le fond sur cet aspect-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin d'avoir des idées. Aujourd'hui, elles sont où les idées ? À chaque fois que Wauquiez s'exprime, il s'exprime pour évoquer, par exemple, l'affaire Darmanin, pour faire un commentaire sur un tel ou un tel, etc. Mais c'est pas ça dont la France a besoin. La France, elle a besoin d'un opposant qui ait des idées face à Emmanuel Macron. Enfin, et aujourd'hui, on voit bien qu'il est nulle part, Wauquiez. Il confirme bien en creux que les partis politiques, dans la version classique, n'ont plus de capacité de pouvoir effectivement porter Moi, je ne sais pas si c'est lié au parti politique. Non, je dis pas là, c'est lié à un il homme. confirme. Oui, mais là, sauf que qui n'est pas à la hauteur de la situation. Les partis politiques ont toujours été incarnés par des personnalités. Sinon, c'est pas que des idées éthérées. Mais ce sont aussi des gens. La politique, c'est aussi humain. Mais justement, ce qu'il a dit, il pouvait pas le dire en on. Donc, sachant que le off n'existe plus et qu'aujourd'hui, pour réussir en politique, la preuve par Trump, Xavier Bertrand a parlé de Trump, il faut être transgressif. Là, pour se planter en politique, j'ai envie de dire, parce que je ne suis pas sûr que ce qu'il ait dit soit compris, une fois de plus, par les gens, par les Français qui nous écoutent ce matin. Je ne suis pas sûr. Qu'est-ce qu'ils en ont à fiche, les Français, de ce que raconte Wauquiez sur le charisme de Merkel, par exemple ? Non, la seule chose que les Français retiennent, la seule chose que les Français retiennent, c'est que quand il leur parle, parce que pour le coup, l'invité qu'on avait ce matin, Philippot, avait de ce point de vue la raison, lorsqu'on parle à un micro et face à des journalistes, on ne parle pas uniquement à ces personnes-là. On va au-delà, puisque par définition, on est dans une démarche médiatique et donc d'intermédiaire. Et là,
effectivement, tous ceux à qui il s'adresse en permanence sur les plateaux de télévision, aujourd'hui, savent que lorsqu'il leur parle, c'est comme il dit, du bullshit. Voilà. Donc, je pense que le mépris affiché à l'égard du public, qui est quand même la première des destinations d'un responsable politique, il est patent. Et c'est pas comme ça qu'il va faire tomber dans son escarcelle, évidemment, des électeurs qui auraient pu voter pour le Front National ou les Insoumis ou je ne sais qui encore. Hein. C'est clair et net, parce que entre la copie et l'original, là, franchement, il n'y a pas photo. Mais ils le font même plus. Pardon, hein. mais ils le font même plus. Voilà. Ils n'utilisent même plus ce genre de procédé. Mais justement, dans la transgression, vous n'avez pas répondu là-dessus. Est-ce qu'il n'a pas envie de jouer la transgression? Trump, il a joué la transgression. Excusez-moi, la vraie transgression, peut-être aujourd'hui, c'est de dire il n'y a plus de statut de cheminot. C'est ça la vraie transgression. C'est pas de dire ce qu'on pense de Merkel ou Et ça, c'est le gouvernement qui le dit. D'accord. Oui. La vraie transgression, c'est de dire on va supprimer l'ISF, alors que la droite française n'a jamais osé le faire. Ça, c'est la transgression. C'est pas de dire ce qu'on pense de Sarkozy. Vous êtes d'accord? La transgression, c'est Macron? Non, je dis pas que c'est Macron, je dis c'est oser poser des sujets. Non, pardonnez-moi. Non, vous faites contresens. C'est oser poser des sujets qui n'ont jamais été posés jusqu'à présent par tous les gouvernants. Et les sujets, effectivement, sont posés actuellement par Macron et par son gouvernement. Ça, c'est une réalité. Si la droite française avait été plus courageuse, la question derrière, c'est poser les sujets, c'est bien. Après, il faut les régler et ça, c'est une autre chose. Donc, on a encore un petit peu de temps pour voir ce que ça va donner. Hein. Mais est-ce que vous ne croyez pas que ces enregistrements de Macron, d'ici mercredi, tout le monde les aura oubliés? Macron, de Wauquiez, pardon. Moi, je crois pas. Je crois que c'est son sparadrap, ça va être son casse-toi pauvre con. Son casse-toi pauvre con. Ouais, ça va c'est fort quand même. Ça va être le sien, oui, c'est le sparadrap qui va le coller maintenant. Déjà, l'expression bullshit passe de manière générique partout, et je crois que ces propos-là vont le poursuivre en permanence. Moi, je crois que les Français en ont rien à faire de Wauquiez à l'heure qu'il est, et que donc il va rester effectivement dans ce magma d'oubli, voilà. Henri Guénaud veut réagir, il trépigne sur son siège. Non. Je trépigne pas comme un roquet, hein, quand même. Surtout pas. Hein. Je ne trépigne pas du tout, mais effectivement, ça me donne envie de réagir. Les propos de Wauquiez, je ne sais pas s'ils étaient volontaires, involontaires. Je pense que, première leçon, les journalistes, les commentateurs, les analystes prêtent souvent beaucoup d'intention aux hommes politiques qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire la politique, c'est aussi très souvent... Là, en l'occurrence, on ne prête pas aucune intention. Il y en a beaucoup. Si, il y a des gens qui se posent la question, les propos étaient-ils volontaires, etc. Bon, on prête beaucoup de complots et de stratégies aux hommes politiques, alors qu'il y a beaucoup d'improvisation. Et je suis convaincu pour ma part que Laurent Wauquiez n'avait pas une stratégie bien définie. Il a été lui-même, il s'est lâché, comme on dirait dans le langage des jeunes d'aujourd'hui, sans penser à la suite. C'en est d'autant plus significatif néanmoins. Deuxième remarque, celle de la sincérité en politique. Je crois que ça, c'est le vrai problème qui est posé par ces déclarations. Je ne vais pas revenir sur le fond ni sur la forme, mais un homme politique qui dit devant 35 élèves et qui est relayé ensuite sur toutes les chaînes de télévision, au fond, je raconte n'importe quoi quand je suis sur les plateaux de télé. Et là, je vais vous dire enfin, je vais être sincère et vous dire la vérité. Ça pose un problème à une époque surtout où les Français pensent qu'on leur ment tout le temps. Voilà. Donc, c'est pas un jugement moral, c'est juste un diagnostic sur le discrédit de la parole politique, indépendamment encore une fois des sujets abordés et du fond et de la forme. Cette idée qu'il y a deux langages, deux discours, un de vérité qu'on tient entre soi et un langage qu'on réserve aux médias, donc aux Français, qui est aseptisé, codé, etc. La fameuse langue de bois. Vous savez, un des responsables de la droite républicaine a écrit un jour « J'arrête la langue de bois ». C'était Jean-François Copé. C'était Jean-François Copé. Promis, voilà, c'est une promesse. La preuve que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Que ceux qui les reçoivent... C'est le vrai sujet, la langue de bois, les éléments de langage. Rassurez-nous, Sarkozy vous a pas mis sur écoute, vous, non? Non, mais ça, c'est franchement, je vais vous dire, c'est une foutaise. Non, en revanche, il écoutait beaucoup Henri Guénaud. Ah oui, il avait raison. D'abord, pour m'entendre, il n'avait pas besoin de me mettre sur écoute. Hein. Voilà, mais non, tout ça, enfin,
là aussi, c'est peut-être la troisième remarque, cette idée qu'il y a partout des complots, enfin cette espèce de culture du complotisme qui gagne toute la société, des quartiers difficiles. Enfin, dire ce qu'il a dit sans penser que ça pourrait être pris sur les réseaux sociaux en 2018. Non, mais ce qui est intéressant, c'est pas. C'est ça justement, c'est ce sentiment d'impunité. Il s'est cru au BP du parti. Hein. Oui, je pense qu'il n'y avait pas d'intention particulière et de stratégie, mais il y a des conséquences. Voilà, les trois conséquences, c'est ce sentiment de complotisme qui va sourd de partout et extrêmement dangereux. Cette insincérité proclamée sur les plateaux de télé. Voilà. Et enfin. Et enfin, ma première remarque, c'est-à-dire que il n'y a pas toujours d'intention, que la politique c'est aussi une forme d'improvisation et de désordre permanent. Voilà. Au standard de Sud Radio, allez, si vous le voulez bien, 0826 300 300. Il veut s'exprimer sur l'affaire Wauquiez aussi. Thierry qui nous appelle d'Antibes, les Alpes-Maritimes, à l'honneur ce matin. Bonjour. Thierry qui nous écoute, mais qu'on n'a pas mis sur écoute. Non. Allô, bonjour. Oui, on vous Bonjour, écoute, Thierry. J'espère bien que je ne suis pas sur écoute, à part par les auditeurs. On vous écoute. Mais les oreilles ennemies vous écoutent. J'ai bien écouté tout ce qui a été dit, notamment les interventions, et je suis vraiment... c'est partiel. Je suis d'accord et pas d'accord avec chacun d'entre vous. Donc d'abord, je vais commencer par Monsieur Guénaud, puisque c'est le dernier que j'ai entendu. Je ne peux pas être d'accord, Monsieur Guénaud, je suis désolé. Je ne peux pas dire que pour Monsieur Wauquiez, c'était une affaire involontaire. Il ne peut pas parler de Madame Merkel, de Monsieur Macron et j'en passe par erreur. Ah mince, j'ai fait tomber mes vidéos politiques. Surtout ne les ramassez pas, je les ai laissées tomber juste devant moi. Ne vous baissez pas. C'est ridicule et c'est là que je rejoins Monsieur Bordet. C'est ridicule en 2018 de penser qu'il existe un off et que ce off est protégé de tout ce qu'on peut dire. Les gens doivent aujourd'hui être responsables des propos qu'ils tiennent, et d'autant plus quand ils sont des personnalités politiques de l'ordre de M. Wauquiez. Merci beaucoup Thierry. Nos débatteurs vont vous répondre. Tiens, Henri Guénaud. Non, c'était pas à mon sens, ça n'était pas une stratégie de communication. Vous savez, la politique, Michael Darmon le disait tout à l'heure, elle se fait avec des hommes. Et en politique, moi, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'improvisation, beaucoup plus d'approximation qu'il n'y avait de stratégie délibérée. Et je pense que c'était le cas. Et nous en sommes tous là, d'ailleurs. Hein. Nous ne réfléchissons pas toujours autant qu'on le voudrait à ce que nous faisons. Merci. Ça n'excuse rien. Merci beaucoup Henri Guénaud, Michael Darmon.